Nous allons à présent revenir sur la situation humanitaire dans la bande de Gaza où la famine gagne. On en parle avec notre invité Alexandre Chatillon. Bonjour. Parfait. Merci d'être avec nous. Vous dirigez l'ONG Supernova. Depuis le 7 octobre 2023, votre ONG aide notamment les femmes déplacées, sensibilise aussi aux violences qui peuvent être faites aux femmes dans les différents camps de réfugiés. Vous financez aussi des activités, vous aidez les enfants aussi pour qu'ils puissent avoir un semblant d'enseignement. Depuis le 19 mai, quelques rares camions ont été autorisés à rentrer dans la bande de Gaza, mais c'est bien dérisoire par rapport aux besoins quotidiens des Gazaouis. On l'a vu encore hier, il y a eu ces distributions d'aide organisées par la fondation GHF, qui est une fondation qui a été choisie par les États-Unis et Israël pour orchestrer cette distribution. Ces distributions, elles ont tourné au chaos. On parle hier de 31 personnes tuées, 150 blessés aux abords de ce centre, selon la défense civile. Que vous dit le personnel de Supernova sur place concernant ce qui se passe exactement sur ces distributions d'aide ? Alors merci de me donner la parole pour être un peu le porte-voix de Gaza ce matin. Les équipes que j'ai contactées encore cette nuit expriment l'horreur absolue du manque de nourriture. Alors vous parliez d'un nombre de camions dérisoire, on parle effectivement entre 40 et 90 camions qui rentrent par jour pour des besoins qui seraient plutôt autour du millier de camions par jour pour arriver à répondre en partie aux besoins. Donc c'est vraiment extrêmement dérisoire et ces camions ils nourrissent principalement les trafics illicites. Aujourd'hui, les équipes expriment à quel point il est difficile de vivre. La plupart de mes équipes étaient remontées à Gaza City où ils habitaient pendant le cessez-le-feu de janvier. Ils ont dû revenir à Dar el-Bala, donc c'est-à-dire dans le centre de la bande de Gaza. Donc ils ont quitté leur maison pour revenir vivre dans des tentes, situation qu'ils ont connue depuis 18 mois. Donc c'est évidemment un coup extrêmement dur au moral. La bande de Gaza est divisée en plusieurs zones, et notamment des zones rouges dans lesquelles les habitants de la bande de Gaza n'ont pas le droit d'aller sous peine de se faire tuer. Et pour pouvoir accéder aux points de distribution de cette fondation humanitaire Gaza que vous mentionnez, il faut passer par ces zones rouges. Donc c'est évidemment très difficile. Et donc, les prix s'envolent. Le kilo de tomates, c'est 15 $. Le kilo de riz, c'est 50 $. Quand on sait qu'en fait, il n'y a plus de travail dans la bande de Gaza, que tous les gens qu'on voit sur votre reportage, là, les images qui s'affichent, ce sont des gens qui ne peuvent pas travailler. Il n'y a pas d'appareil productif, il n'y a pas de tissu économique. Et donc, il est évidemment impossible pour ces 2 millions de personnes de vivre. Et il devient impossible de survivre maintenant. Je reviens un instant sur cette fameuse fondation GHF qui est censée justement apporter des solutions à ce manque de nourriture qui est criant, comme vous le rappeliez chez les Gazaouis qui en ont affreusement besoin. On le voit bien qu'il y a un problème, il y a un véritable problème et beaucoup critiquent justement cette organisation et se disent qu'elle ne peut pas finalement prendre la place notamment d'ONG qui ont l'habitude de faire ça et notamment de l'ONU par exemple. Alors aujourd'hui, avec ce qui s'est passé hier, ces 41 personnes décédées, ces 150 personnes qui ont été blessées, c'est évident qu'on ne peut pas accorder du crédit à cette fondation. J'ai eu la chance d'intervenir sur votre plateau la semaine dernière. J'évoquais avoir pris contact avec eux au tout début de leur existence. J'ai eu des échanges avec leur directeur des opérations, un Américain qui semblait être compétent. Mais les preuves des faits, hier, la veille, l'avant-veille, montre que ces distributions tournent au cauchemar, au chaos, à la mort. Et donc, rien ne peut remplacer aujourd'hui un système qui est déjà mis en place. Alors, ça peut donner l'impression qu'on prêche pour la paroisse des ONG, mais la réalité est assez simple. Euh, Aujourd'hui, les ONG et les Nations Unies, y compris UNRWA, tant décrié par les autorités israéliennes et lâchement abandonné par les Américains, constituent ou ont un maillage territorial qui permet une diffusion de l'aide dans tous les endroits de la bande de Gaza. Cette fondation opère des distributions pour 2 millions de personnes dans seulement 3 points de la bande de Gaza. Donc on prend un volume d'individus très important qu'on va attirer vers un seul point de distribution
aussi organisé que ce point de distribution puisse être, il est impossible de considérer que l'organisation ne soit pas débordée par le flux de personnes considérant la famine. Et ça, c'est très humain. Moi, j'ai pas à manger depuis des semaines où je mange très peu, j'ai mes enfants, je vais me battre comme pas possible pour aller chercher à manger. Et donc, n'importe quel acteur humanitaire dirait, mais c'est pas possible. Si on fait ça, on court à la catastrophe. C'est ce qui se passe. Et donc, indépendamment de notre intérêt géographique dans la zone, la bonne pratique, c'est de surtout pas concentrer les points de distribution dans une, deux ou trois localisations, mais c'est d'utiliser les différentes structures présentes sur place pour pouvoir diffuser à petite échelle, mais dans toute la bande de Gaza. Et aujourd'hui, c'est pas ce qui est fait, et on en voit les conséquences terribles, comme si les Gazaouis avaient besoin de ça pour euh, continuer à survivre. Alexandre Chatillon, vous vous êtes rendu plusieurs fois dans la bande de Gaza, notamment depuis le 7 octobre 2023. Comment fait votre ONG pour continuer à travailler, pour continuer notamment à aider les enfants et pour leur apporter du réconfort, une aide psychologique, des cours aussi, pour qu'ils continuent à avoir un semblant de cours, d'école tous les jours? Alors, nous avons la chance de scolariser 1000 enfants par jour et d'apporter du soutien psychologique à 1000 personnes par jour. Alors, on utilise des jeunes sur place, dans les camps, nous les finançons, nous leur donnons un travail pour qu'ils s'occupent des enfants, en partenariat avec les Nations Unies et UNICEF. Et puis pour la partie psychologique, nous avons dans nos équipes 20 psychologues gazaouis qui font le tour des camps, voilà, dans les installations telles qu'on les voit sur les images. On organise tous les matins des sessions de soutien psychologique dans les camps, et puis l'après-midi, ce sont des sessions individuelles. Et puis pour la partie éducationnelle, récréationnelle, les enfants ont 2 heures de cours le matin. Nous servons un repas grâce à un partenariat avec World Central Kitchen. Et ensuite, l'après-midi, il y a des activités plutôt récréationnelles pour faire oublier la situation dramatique. Mais tout ça, c'est possible parce qu'on travaille dans la bande de Gaza sans avoir besoin de faire venir des choses de l'extérieur. Et comme vous l'aurez compris, le fait que les autorités israéliennes empêchent l'entrée de camions d'aide humanitaire, indépendamment de ce que disent les autorités israéliennes, nous sommes foncièrement empêchés de le faire, et du coup, ça nous empêche d'apporter un soutien qui pourrait être plus vital, c'est-à-dire à manger, à boire des médicaments, tout simplement parce que l'environnement ne nous permet pas, l'environnement réglementaire, l'environnement politique israélien ne nous permet pas de le faire. Comment vont vos équipes sur place et notamment vous qui y êtes allé? Qu'avez-vous vu et quel ressenti? Alors, les équipes vont mal. Tous ceux qui travaillent sur Gaza vont mal. C'est-à-dire, y compris nos équipes qui travaillent à Paris ou à l'étranger qui suivent Gaza, on va tous mal. Évidemment, rien de comparable avec les Gazaouis. On a mis en place un programme de soutien psychologique en interne Supernova pour pouvoir accompagner nos équipes, mais la situation est au-delà des mots. C'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait pas à manger, pas à boire, qu'il y ait une violence latente, ce qu'on voit quand on va à Gaza, c'est des scènes de films hollywoodiens de fin de vie. Voilà, le monde détruit, les bâtiments par terre, des situations de vie horribles avec dans des camps des enfants qui ont le cancer et qui n'ont pas accès à leurs médicaments. Et je ne le dis pas pour faire du misérabilisme à la télévision. Je le dis parce que c'est une situation que j'ai vécue où plusieurs mamans me disent de venir voir dans l'attente leurs enfants atteints de cancer ou de maladies et pour lesquels il n'y a pas de médicaments disponibles dans la bande de Gaza. Et alors si moi j'ai un message à faire passer aux auditeurs, c'est de se rendre compte à quel point euh, pour nous qui sommes chanceux de ne pas vivre dans cet environnement, à quel point c'est difficile pour tout parent de vivre dans un environnement comme ça. Et c'est pour ça que j'essaie de donner des éléments très précis pour encourager les gens à donner, parce qu'une des conséquences malheureuses de ce conflit, de cette guerre, c'est que les financements s'épuisent, les bailleurs, ceux qui nous financent, ont tendance à moins donner puisque les accès sont compliqués. Or, nous avons besoin de plus en plus de financement. Donc, aidez-nous à aider les Gazaouis, financer des actions qui vous sont chères, que ce soit sur le site de Supernova, mais que ce soit sur le site d'autres organisations, sur les questions d'eau, solidarité internationale, sur les questions de nourriture, action contre la faim. Tous les jours, nous sauvons des vies, nous sauvons des âmes, et
aidez-nous à continuer à le faire, sans quoi nous ne pourrons plus le faire. Et c'est aussi au rôle des États, des États européens notamment, de prendre le relais et de mener des vraies actions, des coups de poing diplomatiques pour que la situation évolue. On l'a vu avec le président Macron qui, avec le Canada, l'Angleterre et l'Allemagne, sont de plus en plus vocaux sur la situation. Il faut aller plus loin, il faut, à mon avis, reconnaître la Palestine pour pousser Israël à bouger. Il faut forcer l'aide humanitaire. Quand moi j'y étais il n'y a pas longtemps, il y avait encore des ponts aériens où des avions envoyaient du matériel humanitaire à manger par les airs. Ça s'est arrêté. Il faut que ça reprenne. Enfin, il faut que les États soient plus courageux pour forcer Israël à arrêter ce génocide. Et que dire de ces pourparlers? Il y a eu différents échanges, cette proposition de cessez-le-feu qui était sur la table. Les Gazaouis ont eu l'espoir, mais aussi les Israéliens, les familles des otages, qu'un accord allait être conclu. On apprend ce matin que le Hamas dit qu'il est prêt à reprendre immédiatement des pourparlers indirects. Ça doit être difficile aussi, on l'imagine aussi, d'avoir ces va-et-vient perpétuels, que ce soit côté israélien ou côté gazaoui. Oui, c'est très difficile. Alors, il faut que le Hamas libère les otages, que les otages ne soient pas utilisés comme une monnaie d'échange, de protection, qu'on n'emmène pas les otages dans des infrastructures civiles. Il faut que ces otages soient libérés, rendus à leurs familles. Le traitement qu'ils ont vécu depuis le 7 octobre 23 est inhumain et il faut que ça s'arrête. On parle beaucoup des Gazaouis. Moi, je voudrais aussi dire que ces otages doivent être libérés urgemment. 58 otages encore entre les mains du Hamas, morts ou vivants. Exactement. Et faut comprendre que quand on est dans la bande de Gaza, il y a des informations parcellaires qui circulent. Et donc, il y a des moments d'intense de joie où on imagine que le cessez-le-feu va arriver, puis des moments de grande déception, et puis des moments où il n'y a pas d'information du tout. Aujourd'hui, moi, il y a encore eu un tract cette nuit qui a été distribué par le Hamas en arabe dans toute la bande de Gaza qui dit qu'il est temps de se battre contre les ennemis de la Palestine. Et donc, rien ne me laisse penser qu'une solution à court terme est envisagée pour mettre fin aux hostilités, que ce soit de façon temporaire ou de façon définitive. Je suis plutôt pessimiste, mais encore une fois, dans cette situation, euh, tout peut changer en un claquement de doigts. Une partie de la solution, une grande partie de la solution, elle est dans le bureau ovale à Washington. Et donc, si l'administration Trump et l'envoyé spécial, son envoyé spécial décide de mettre plus de pression sur les autorités israéliennes, mais aussi sur le Hamas avec les partenaires du Golfe et les Qatariens, les Émiratis, les Saoudiens et puis les Égyptiens, la situation peut s'accélérer. Néanmoins, moi, en tant qu'observateur assez fin, je suis assez pessimiste sur quelque chose à court terme et je suis assez pessimiste aussi pour la vie des gens, la vie des Gazaouis, la vie des otages à court terme.